Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. On va démarrer dans quelques secondes. On est en retard de 3 petites minutes, mais un webinaire ne serait pas un webinaire si on n'avait pas des petits problèmes techniques de dernière minute. C'est pas drôle, on s'amuserait pas. Donc nous sommes ravis, nous vous remercions bien évidemment de vous être inscrits à cette réunion régionale organisée par l'ensemble des membres du comité régional Net Entreprise Rhône-Alpes. Donc aujourd'hui, nous accueillons au sein de ce comité, ils vont nous présenter leur actualité respective, donc la CARSAT, le CIBTP, les caisses primaires, le JPMDS, les URSSAF Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc on va vous présenter tout au long de cette matinée l'ensemble de nos actualités respectives. Pour vous présenter tout ça, bien évidemment, nous accueillons pour l'URSSAF Auvergne-Rhône-Alpes Corinne Kozniewska. Pour les CEPAM, Sylvia Grand-Clément et Marie-Pierre Luc. On ne présente plus, tout le monde le connaît, l'insubmersible Didier Kuhn pour le JPMDS. Nous allons avoir aussi Sabine Mazalon et Cynthia Point pour le CIBTP. Et enfin, moi-même, pour la CARSAT Rhône-Alpes. Le webinaire il va se dérouler de la façon suivante. Ce sera 5 modules qui vont vous être présentés avec un temps de questions-réponses limité à la fin de chaque module. Bien évidemment, on ne pourra pas répondre à toutes les questions en direct. Ça prendrait peut-être trop de temps et je suis sûr que vous allez en avoir beaucoup parce qu'on va essayer de vous intéresser le plus possible. Mais vous inquiétez pas, on essaiera de répondre donc le plus efficacement possible, donc soit en direct en prenant quelques questions que vous pouvez évidemment poser dans le chat qui est prévu à cet effet, ou soit dans une foire aux questions qui sera disponible après le webinaire via un lien qui vous sera transmis après le webinaire par Net Entreprise. Un replay sera également disponible à la fin de cet événement et vous pourrez également télécharger le support qui vous sera présenté ce jour. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire et puis je vais laisser la main à mon ami Didier Kuhn. Didier, à toi. Merci beaucoup, Julien. Grand merci au collectif du comité régional Rhône-Alpes pour son invitation. C'est toujours un plaisir de venir partager vos travaux et d'avancer avec vous. Donc, moi, les actualités nationales vont être bien évidemment les plus courtes possibles pour laisser un maximum de temps à nos collègues et puis surtout pour évoquer des sujets qui vont vous passionner. Moi, je voulais juste intervenir sur 2 sujets. Le premier qui était le sujet de la proratisation du plafond mensuel de sécurité sociale. Vous savez que la déclaration sociale nominative est basée sur une norme, que cette norme finalement utilise le même langage pour tous les organismes et bien évidemment pour tous les déclarants et tous les logiciels de paye. Mais du coup, certaines données demandent à être plus spécifiques. Et en l'occurrence, ce système de proratisation qui fait que, alors que normalement on est sur des salaires mensuels, donc généralement entre le 1er et le 31 de chaque mois, on peut avoir des périodes d'activité ou des périodes de paye qui sont inframensuelles. Et dans ces cas-là, il faut avoir une proratisation de ce plafond. Et donc ça a été acté. Et à chaque fois, on peut poser des questions quand on est sur des sujets de ce type. On pose des questions directement au niveau du législateur ou de la direction de la sécurité sociale. Et donc là, on a les retours qui font l'objet de fiches consignes. Et là, vous voyez que les fiches consignes viennent d'être mises à disposition depuis le 1er juin 2023. Et donc, alors que l'on avait une fiche qui semblait précise sur cette fameuse proratisation et sur les conditions de le faire, on s'est aperçu que entre la compréhension qu'on pouvait avoir de cette fiche et les programmations de certains logiciels, on avait des informations erronées qui étaient transmises. Donc, on vous demande, sur cette période, de continuer à faire tel que vous faisiez jusque-là, c'est-à-dire sans tenir compte de cette fiche consigne de proratisation, de façon à ce qu'on ait les données et qu'on puisse les traiter efficacement. La seconde actualité, c'est depuis le 1er mai la revalorisation du SMIC. Donc on pourrait se dire qu'à partir du moment où c'est publié au BOSS et que c'est sur le site de l'URSSAF, toutes les informations sont données. Au total, on s'aperçoit aussi, et enfin on s'aperçoit, on est obligé de repréciser qu'à partir du moment où le SMIC passe à un montant différent, les abattements, les seuils d'abattement et les montants qui sont basés sur le SMIC peuvent basculer de la même façon et remonter de la même façon. Alors, la période était pratique pour en parler aujourd'hui parce que
Hier se terminait la période déclarative pour la région parisienne et pour les territoires ultramarins pour la déclaration de revenus. Et il s'avère que on a tous les ans des mêmes discussions qui arrivent, puisque la déclaration de revenus que nous faisons en ce moment, en juin 2023, s'applique sur les revenus de 2022 et donc sur les plafonds de 2022 aussi. Et par exemple, les rémunérations des apprentis, oui, pardon, ou des stagiaires qui sont limités au montant du SMIC, c'est le montant du SMIC de 2022 et pas 2023. Voilà, donc c'était juste pour vous dire, quand il y a des annonces de revalorisation, on en tient compte sur le mois de paye qui est concerné, mais quelquefois, dans les déclarations et dans les montants qu'on doit utiliser, on doit se référer à des montants qui sont antérieurs ou postérieurs, puisque toutes les parties de la DSN sont datées, c'est-à-dire il y a des périodes d'activité. Voilà, donc je voulais juste être sur ces deux sujets avec vous, refaire un petit point comme on a l'habitude de le faire, puisqu'on essaie de jouer avec un maximum de transparence la façon dont les éléments avancent. D'abord, vous féliciter parce qu'on continue à être sur un niveau supérieur à 95% et sur le mois d'avril à 97% de conformité, c'est-à-dire que les fichiers que nous recevons dans le cadre de la DSN sont lisibles, utilisables. Ça ne veut pas dire que les données qui sont dedans sont systématiquement les plus justes possibles, sinon il n'y aurait pas de compte rendu métier qui vous serait envoyé derrière pour vous préciser si on a besoin d'une donnée supplémentaire ou si on a besoin d'adapter une donnée que vous avez transmise. Mais en attendant, 93% des déclarations sociales nominatives sont en déclaration, ce qu'on appelle nous, on vous l'avait promis au début de la DSN, on vous avait dit qu'on allait passer rapidement à de la DSN presse-bouton, c'est-à-dire que quand la paye est faite, la DSN est faite, et il n'y a pas normalement de modification ultérieure à faire. Et avant même que vous posiez la question, je peux vous répondre déjà aussi, bien évidemment, nous savons pertinemment qu'avant d'appuyer sur le bouton de la DSN, tous les travaux de vérification et de mise à jour des données sont importants et sont longs, mais on sait aussi que la paye, c'est un des métiers les plus difficiles. 97% de réussite du premier coup sur ce taux de conformité, c'est excellent et je tenais à vous en remercier autant qu'à vous en féliciter. Les chiffres qui sont à droite au niveau du nombre d'éditeurs et du top 5 des éditeurs en termes de SIRET ou en termes de salariés, vous font remarquer que SILAE, c'est l'éditeur qui est le plus utilisé par les experts comptables, ce qui justifie qu'il soit en tête effectivement des logiciels utilisés pour que ce soit en SIRET ou que ce soit en IR, donc en salarié. Mais on est sur une base quand même de 28 millions de lignes de salaire par mois qui sont transmises, 40 millions de DSN sur l'année qui sont reçus à l'intérieur du système. Et on est toujours au regard de ce fameux 97% de conformité du premier coup. Donc, un grand bravo, un grand merci. Et puis là, vous voyez des volumes de signalements qui sont pour le premier, les signalements accident du travail et reprise de travail, le FCTU, donc le signalement fin de contrat de travail pour Pôle emploi, le signalement d'amorçage de données variables, qui est très utile pour transmettre les données dès l'entrée d'un salarié avant la première paye, puisque, comme vous le savez, ne sont connus dans la DSN que les salariés pour lesquels la paye a déjà tourné une première fois. Donc, on a ce signalement qui permet de les faire rentrer en avance. Et puis, les relevés mensuels de mission, on s'y arrête en individu, ou les CDD, qui, bien évidemment, finissent de chuter de façon à être remplacés par d'autres types de contrats. Voilà, pour la part de mon intervention, je vais m'arrêter ici et je vais laisser Julien reprendre la suite de cette présentation. Super, merci Didier. Et puis merci, j'espère que tout le monde a pu savourer le fond sonore, Didier, avec ces petits oiseaux derrière. Ça rend un côté nature sur ce webinaire absolument incroyable. C'est très très agréable. En tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. On va laisser la main à mes deux collègues. Non, c'est sympa. Sabine et Cynthia pour le CIBTP, les filles, c'est à vous. Merci Julien. J'espère qu'on m'entend bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui pour CIBTP, nous allons revenir sur les missions qui sont couvertes par notre organisme et également ce qu'ils représentent en termes de nombre d'entreprises adhérentes et de salariés. Et on va le faire en démarrant par la présentation de notre nouvelle identité visuelle. Alors, nouvelle identité visuelle que vous connaissez peut-être déjà puisqu'elle a été déployée en novembre 2022.
Et nous avons sur cette évolution deux choses. Tout d'abord, le changement du logo pur en lui-même, avec un petit bonhomme au centre qui représente en fait le salarié pour lequel nous travaillons. Alors, pas qu'avant, le salarié n'était pas au centre de nos préoccupations, loin de là. Simplement, c'est bien de le savoir, mais c'est encore mieux de pouvoir le montrer, voilà, et que ça se voit au premier coup d'œil. Et puis également, un changement d'identité visuelle qui porte sur le nom de notre organisme. Alors, nous sommes toujours caisse de congés payés, mais avant, nous étions caisse congés intempéries BTP, et maintenant, nous sommes CIBTP. C'est plus court, plus efficace à notre sens, en tout cas. Et cela rappelle voilà, que nous sommes toujours présents aussi depuis 1937. Donc, ce changement de logo et d'identité visuelle, il a été aussi induit par toutes les évolutions qui se sont passées au sein de notre réseau de caisses depuis à peu près une dizaine d'années. Donc, ces évolutions ont été marquées notamment par la régionalisation de nos structures, parce qu'avant, vous connaissiez en fait les caisses, par exemple pour notre région, vous aviez la caisse de Grenoble, la caisse de Saint-Étienne, celle de Clermont-Ferrand, de Lyon et d'Annecy. Et aujourd'hui, vous avez une caisse régionale qui est la caisse Rhône-Alpes-Auvergne. Donc ça s'est passé en fait pour l'ensemble du réseau sur le territoire français. Et puis, vous avez eu aussi, enfin, nous avons eu en tout cas une grosse évolution au niveau de nos outils informatiques, puisqu'on a harmonisé tous nos outils, on a harmonisé nos pratiques au niveau métier. Et la dernière, je dirais, innovation, ça a été l'entrée en DSN en janvier 2022. Donc, voilà ce qui a induit en fait ce changement de logo, qui est la continuité d'une évolution permanente. Voilà pour cela. Ensuite, pour revenir effectivement sur le visuel du logo, donc on reprend effectivement notre salarié au sein donc de nos préoccupations, puisque nos valeurs se fondent sur trois missions principales. Donc la première, c'est tout simplement la gestion des congés payés, d'accord, pour les salariés du bâtiment. Et aussi faire appliquer via le paiement de ces congés payés tous les avantages de notre convention collective. Et nous avons, de par le Code du travail, une obligation de garantir le droit au repos de ces salariés, puisque ce sont des métiers qui peuvent être quand même assez durs et exigeants physiquement. Nous avons également la gestion du régime de chômage intempérie. Donc, c'est un système solidaire qui permet tout simplement que lorsqu'il y a des conditions météo qui ne permettent pas aux salariés de travailler sur les chantiers, d'avoir un système d'indemnisation, aussi bien pour les entreprises que pour les salariés, qui permettent de les mettre en sécurité et de ne pas les faire travailler dans des conditions qui ne seraient absolument pas adéquates pour leur santé et voilà, et pour leur bien-être. Et enfin, nous avons un troisième focus sur tout ce qui est implication dans la lutte contre le travail dissimulé, la concurrence déloyale. Donc, sur cet axe-là, on y va plutôt par le biais de la carte BTP, qui est un dispositif qui est déployé depuis 2017, qui rend obligatoire en fait pour tout salarié déclaré par son entreprise et qui intervient sur un chantier de porter cette carte qui permet d'identifier le salarié et qui permet en tout cas de concourir à la lutte de travail dissimulé. Voilà pour cela. Et je vais maintenant laisser la parole à Cynthia. C'est tout bon. Merci Sabine. Bonjour à tous. Donc, je vais prendre la suite de la présentation. Donc, pour les participants qui ne connaîtraient pas forcément notre organisme, je vais vous donner quelques chiffres pour, voilà, ça vous permettra d'avoir un petit ordre d'idée de ce que représente le réseau CIBTP. Donc, il regroupe sur la France environ 200 000 entreprises adhérentes. Et pour la région Rhône-Alpes-Auvergne, donc la CIBTP-RA, cela représente près de 26 000 entreprises. À savoir que notre affiliation est obligatoire, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui ont une activité bâtiment ou de travaux publics doivent obligatoirement adhérer à notre organisme pour faire valoir les droits à congé des salariés du BTP. Nous avons environ 900 collaborateurs répartis sur 12 caisses, dont 2 nationales pour les travaux publics et les SCOP,
et nous en avons également 2 en Outre-mer. Afin de conserver la proximité auprès de nos adhérents et des salariés, nous disposons de 32 sites sur toute la France. Donc, c'est des sites avec accueil physique et accueil téléphonique. Donc, que ce soit nos adhérents, les entreprises, les comptables un peu moins, mais en principe, les entreprises et les salariés peuvent tout à fait venir sur ces 32 sites à la rencontre de nos gestionnaires pour aborder toute question sur le dossier ou question générale au niveau des congés payés. Pour la CIBTP Rhône-Alpes-Auvergne, nous avons 5 sites. Donc, le siège social est à Lyon. Les autres donc, sont à Grenoble, Annecy, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Et le réseau CIBTP gère environ 1,4 million de salariés. Donc, voilà, les salariés, tous les salariés du bâtiment confondu. On est à peu près, alors même un peu plus, 1,4 million de salariés sur toute la France. Au niveau de notre région, nous gérons les congés pour environ 150 000 salariés du BTP. Au niveau des arrêts intempéries, puisque comme l'a dit Sabine, on gère également le chômage intempéries, on a eu ces années dernières à peu près 200 000 arrêts intempéries déclarés pour lesquels nos sites gèrent le remboursement éventuel aux entreprises et ce qui permet par la suite aux salariés sur des chantiers qui ne peuvent pas être utilisés du fait on sait que souvent il peut y avoir de fortes tempêtes dans certains lieux, de la pluie, le gel. Ça permet de sécuriser le travail des salariés et les salariés sont en intempérie le temps que le chantier peut reprendre. Ça peut reprendre dans la journée ou éventuellement plusieurs jours. En ce qui concerne la carte BTP, donc comme l'a dit Sabine, en effet, c'est une carte qui est obligatoire sur tous les chantiers du BTP. C'est un dispositif qui est rentré en vigueur donc, il y a quelques années. On a déjà plus de 4 millions de cartes qui ont été produites et distribuées. Donc, tout salarié sur un chantier doit pouvoir disposer de sa carte pour tout contrôle, que ce soit un contrôle de l'URSSAF ou de l'inspection du travail. Cette carte est obligatoire et doit être présentée aux intervenants. Voilà, donc j'espère que ça vous permet de voir un petit peu le contenu de notre réseau sur la France pour les participants qui ne connaîtraient pas forcément notre organisme. Donc, comme l'a précisé Sabine précédemment, notre principale mission, je dirais la première, c'est même la mission qui a été mise en place pour les caisses de congés par le législateur en 1937. Notre caisse est destinée à calculer le droit à congé. Donc déjà, le calcul, pourquoi? Puisqu'on va, en fonction des éléments qui seront transmis par les entreprises, calculer un nombre de jours acquis pour une période donnée. Donc, pour le BTP, les salariés peuvent poser leur congé à partir du 1er avril 2023 jusqu'au 1er mai 2023 jusqu'au 30 avril 2024. Et on calcule également l'indemnité qui leur sera due. Donc, avec l'entrée en DSN en janvier 2022, les démarches déclaratives pour le calcul de ces droits sont du coup simplifiées, ce qui va nous permettre à nos organismes de transmettre toutes les années un nombre de jours et une indemnité pour les salariés du bâtiment. Donc, la mission principale, comme on l'a rappelé, est d'assurer le droit au repos. Donc, nos services vont s'assurer en effet que sur l'année de campagne de pause de congé, que les salariés aient bien acquis et bien posé dans les entreprises leurs jours de congé qui leur étaient dus. Dans le BTP, contrairement au droit commun, lors d'un départ de l'entreprise, les congés ne sont pas soldés automatiquement dans le solde de tout compte. C'est-à-dire qu'un salarié qui va reprendre dans une autre entreprise de bâtiment va voir ses droits reportés sur la nouvelle entreprise. En effet, les conditions du BTP peuvent être parfois assez rudes. Donc, il est important pour nous de nous assurer que les salariés puissent en effet se reposer même dans une autre entreprise afin d'éviter d'éventuels accidents de travail sur les chantiers. Et enfin, notre organisme s'assure également, lors du paiement des indemnités de congé, d'appliquer donc les avantages de la convention du bâtiment, puisque les salariés vont bénéficier d'avantages spécifiques, notamment on verse une prime de vacances de 30%, enfin correspondant au salaire brut, donc de 30%, ainsi que les droits à congé supplémentaires au titre de l'ancienneté, donc en effet sous condition. Mais voilà, ce sont des droits qui sont donnés en plus
que les 30 jours légaux hein, pour une année de travail. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous présenter avec Sabine sur le réseau CIBTP. On espère voilà, que pour les participants qui ne connaîtraient pas du coup notre organisme, voilà, ça vous a donné un petit ordre d'idée de nos actions, de nos missions. Et voilà, si vous avez des questions, voilà, nous sommes disponibles par la suite pour y répondre ultérieurement. Merci à tous. Super, merci mesdames. Écoutez, pour moi, c'était très clair. N'hésitez pas, une nouvelle fois, à poser vos questions. On est là pour ça, hein, même si on ne peut pas y répondre directement. Une nouvelle fois, je le répète, on vous renverra un lien qui renverra sur une foire aux questions, qui nous répondra à vos questions. On va continuer la présentation donc avec les subventions prévention par Julien Husson de la CARSAT. Alors, je ne vais pas faire un dédoublement de personnalité, mais Julien, c'est à toi. Voilà, donc c'est moi, monsieur Husson de la CARSAT. Alors, les questions, vous ne les posez pas à moi, par contre. Du coup, vous les posez seulement aux autres intervenants. On va continuer, donc, parce qu'on a parlé un peu de prévention juste avant, donc on est un petit peu dans la continuité de ce qu'on a vu avec le CIBTP, hein, donc ce qui a pu être évoqué. Avec un petit mot donc, sur les risques professionnels. On va s'arrêter juste 2 petites minutes par rapport à l'actualité tarification, donc pour replacer simplement le contexte de la tarification. Hein, la tarification, c'est les taux d'accident du travail qui vous sont notifiés par la CARSAT ou les CARSAT si vous avez des établissements sur l'ensemble du territoire chaque année. L'objectif, ce n'est pas de vous présenter le système de tarification, c'est pour vous présenter 2 dispositifs qui vont venir se greffer justement sur ce système de tarification. Un dispositif signal et un dispositif prime, qui sont bien évidemment et étroitement liés avec la prévention. Alors, sur le dispositif signal, donc c'était un dispositif qui était prévu initialement en 2022, et puis finalement qui sera effectif à compter de l'année prochaine. Donc, sur ce dispositif signal, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une majoration du taux AT-MP des entreprises qui ont un effectif compris entre 10 et 19 salariés. Quand je parle effectif, c'est effectif global, donc l'effectif total de la société. Et donc, du coup, pour ces entreprises qui présentent un nombre un peu trop élevé d'accidents du travail, on va venir majorer le taux d'accidents du travail, puisqu'une nouvelle fois, c'est un taux collectif, mais ce n'est pas parce que c'est un taux mutualisé sur le plan national qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi. L'objectif, une nouvelle fois, et c'est là-dessus qu'il faut être concentré, et c'est là où j'attire un peu votre vigilance sur nos missions. On ne va pas débarquer pour faire fermer l'entreprise. On a derrière cette vigilance et cette notion d'accompagnement pour venir voir finalement ce qui s'y passe. Peut-être que l'accident du travail, évidemment, ce n'est pas seulement de votre faute ou de la faute de vos salariés. Il y a peut-être quelque chose qui vous échappe. Donc, on va bien évidemment voir avant de mettre cette majoration de taux, vous accompagner sur des recherches de solutions pour la mise en place de politiques de prévention adaptées. Donc, cette majoration, elle va rentrer en compte si une entreprise déclare un AT avec un arrêt de travail par an pendant 3 années consécutives. Donc, cette augmentation forfaitaire, elle sera appliquée pas plus de 10% sur le taux net moyen du national. Dans le même registre, mais en effet miroir, on a le dispositif prime. Donc effectif similaire, donc pour les entreprises de 10 à 19 salariés, mais pour ces entreprises-là, elles pourront bénéficier d'une prime liée à la diminution du risque professionnel, mais cette fois-ci non pas sous la forme de majoration, parce que sinon ça n'aurait pas de sens, mais sous la forme d'une minoration de ce taux de cotisation. Cette mesure, elle vise à valoriser les comportements, les bons comportements en matière de prévention au sein de l'entreprise. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir quand tout ça, ça va se mettre en place avec les textes appropriés sur les échéances de 2024. On va enchaîner avec, toujours dans le domaine de la prévention, avec justement une actualité des CARSAT en ce qui concerne les subventions prévention. Alors, qu'est-ce que c'est que les subventions prévention? C'est un coup de pouce, c'est marqué dans le titre, pour vous aider, vous accompagner sur des solutions de prévention, mais vous aider à investir dans ces solutions de prévention. Alors, bien évidemment, vous vous doutez, en tant qu'administration, il faut rentrer dans des cases. On ne distribue pas comme ça, c'est de l'argent public. On ne distribue pas comme ça de l'argent public à n'importe qui et n'importe comment. Donc, ça répond à certains critères. Donc, les critères sont les suivants. Pour bénéficier de ces subventions prévention, il faut avoir un effectif compris entre 1 et 49 salariés. C'est l'effectif qu'on a déterminé pour déterminer ce qu'on appelle une TPE. L'entreprise, elle doit être implantée en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, cotiser bien évidemment au régime général de la sécurité sociale en tant qu'employeur,
Ça, ce n'est pas forcément une grosse nouveauté, être à jour de ses cotisations accidents du travail et maladies professionnelles au titre de ces établissements. Être à jour de ses cotisations URSSAF, mais ça, je ne me fais absolument aucun souci sur le sujet, sinon vous allez avoir Corinne qui va vous taper sur les doigts. Être adhérent à un service de santé au travail, avoir réalisé la mise à jour de son document unique d'évaluation des risques depuis moins d'1 an pour les entreprises de plus de 11 salariés. Alors sur ce sujet-là, ce n'est pas forcément la CARSAT qui va vous accompagner sur la mise à jour et l'élaboration de votre document unique. On a des outils sur les sites internet, vous pouvez aller voir sur la CARSAT qui sont gratuits, qui peuvent vous aider, mais vous pouvez aussi vous orienter auprès de vos fédérations professionnelles respectives qui sont compétentes sur le sujet. Il faut aussi, pour bénéficier de ces subventions prévention, avoir informé les instances représentatives du personnel et des investissements prévus. Ça, c'est valable aussi pour n'importe quelle mesure de prévention. C'est toujours dans le dialogue que ça se construit. Même si on ne parle pas de subvention prévention TPE, dans n'importe quelle mesure dans laquelle vous souhaitez investir dans la prévention, ça passe par la discussion auprès de votre personne. Au niveau des dépenses éligibles. Alors, les équipements et les prestations, bien évidemment, elles doivent répondre aux conditions spécifiques de la subvention prévention, mais ça, on y reviendra après. Chose importante, les équipements doivent être neufs et ils ne peuvent pas être financés par crédit bail, leasing ou sous la forme d'une location de longue durée. Je m'attarde 2 petites secondes sur le sujet. Vous avez des business is business, comme on dit, vous avez des fournisseurs peu scrupuleux qui vont vous promettre qu'ils sont labellisés CARSAT. C'est facile de trouver le logo de la CARSAT sur un site internet et de le mettre sur sa brochure. Ça, c'est pas bien compliqué. Donc non, on ne prend pas du matériel d'occasion et on ne prend pas du leasing. D'accord ? Il faut que le matériel il vous appartienne. Chose importante, on peut revenir sur des équipements ou prestations qui ont été commandés à partir du 1er septembre 2022. Par contre, ces équipements ou ces prestations, elles doivent être livrées, réalisées et facturées à compter du 1er janvier 2023. Pourquoi on peut revenir au 1er septembre 2022 ? C'est que ces subventions prévention, elles obéissent à, vous en doutez bien, à des stratégies déjà de prévention aussi. On essaye de satisfaire tout le monde, mais aussi elles obéissent à des enveloppes budgétaires. Donc le succès est quand même pas neutre, donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous êtes sensible sur ces notions de prévention au sein de vos établissements pour la santé de votre personnel. Mais du coup, voilà, ça va un petit peu vite au niveau des enveloppes. Donc, pour ne pas créer de frustration, ce qui a été un petit peu le cas l'année dernière, voilà, on est revenu, parce qu'on a des dates butoirs, la plupart du temps, c'est novembre. À partir de novembre, on n'a pas forcément de budget sur toutes les subventions, et puis on clôture un petit peu, on ferme, moi j'ai envie de dire, le canal de réception de ces documents, pour qu'on puisse les traiter, et puis en gros, pour être sûr qu'on va pouvoir vous financer. Voilà, donc on peut revenir à compter du 1er septembre, bien évidemment, si une nouvelle fois tout ça s'est réalisé, livré et facturé au 1er janvier 2023. L'entreprise ne doit pas solliciter aussi une demande de subvention auprès d'un autre opérateur public pour le même investissement. Ce n'est pas des offres cumulables. Au niveau des critères financiers, l'entreprise, elle peut bénéficier de 3 subventions prévention différentes, d'accord, sur la période 2023-2027, dans la limite de 25 000 € par dispositif. L'entreprise, elle ne doit pas non plus bénéficier d'un contrat de prévention ou avoir bénéficié d'un contrat de prévention au cours des 2 années précédentes. Alors, les contrats de prévention, tout simplement, ce sont d'autres dispositifs de subvention et d'accompagnement de la part de nos contrôleurs sécurité et ingénieurs conseils au sein des CARSAT, donc qui suivent des entreprises ou à la demande de l'entreprise qui peuvent venir vous accompagner et sur lesquels, en gros, on peut vous aider à développer une idée innovante. C'est surtout ça qu'il faut avoir en tête, c'est un contrat de prévention, c'est quelque chose qui est censé être innovant et puis surtout quelque chose qui est un petit peu plus cher que ce que vous pouvez avoir via une demande de subvention. Pour faire très très simple, avec une demande de subvention, vous allez avoir un équipement 3 ou 4 étoiles, avec un contrat de prévention, on va vous demander un équipement 5 ou 6 étoiles. Voilà. Ensuite, l'entreprise ne doit, et ça paraît logique, ne doit pas faire l'objet pour l'un de ses établissements d'une injonction ou d'une cotisation supplémentaire suite à un contrôle de nos collègues de la prévention. Les démarches pour obtenir une subvention. Alors, tout se passe en ligne sur le portail Net Entreprise via le compte ATMP. Donc, vous déposez directement l'ensemble de vos éléments sur ce compte ATMP. Et après des vérifications des éléments transmis, la caisse va vous confirmer la réservation sous un délai de 2 mois
maximum. Les bons de commande des investissements devront être ensuite transmis dans les 2 mois pour valider définitivement la réservation. L'entreprise doit ensuite envoyer les pièces justificatives pour un paiement dans les 6 mois. Et en cas de dépassement de ce délai, malheureusement, l'entreprise ne peut plus prétendre au versement de celle-ci, même si sa réservation a été acceptée. Donc oui, on sait que les organismes publics, c'est toujours très carré, mais ça doit fonctionner comme ça, sinon on ne s'en sort pas. En gros, pour faire très très simple, c'est qu'une fois que vous avez identifié votre problématique de prévention, parce que ça part de là, je le dis souvent et à chaque réunion régionale je le dis, mais je pense que c'est la phrase qui me paraît pour moi le plus juste. CARSAT, c'est pas la Française des Jeux, donc c'est de l'argent public, il appartient à tout le monde, donc on le redistribue de manière équitable, mais c'est vraiment cette notion et cette bienveillance de dire vous avez identifié vraiment une problématique de prévention, comment on peut vous aider à la subventionner, donc par le biais de ces subventions. Okay, une fois que c'est identifié, vous réservez votre subvention, c'est important ce mot de réserver, d'accord? Comme ça, nous, quelque part, on va provisionner le montant qu'on pourrait éventuellement vous réserver par la suite, d'accord? Mais il ne faut pas acheter tout de suite le matériel, sauf si, une nouvelle fois, c'est indispensable pour vous dans le bon fonctionnement de votre entreprise. Mais il faut attendre la validation de la CARSAT pour procéder à l'achat du matériel. Ça, c'est important. Et puis, j'insiste aussi sur le fait qu'une fois que vous avez identifié votre subvention, vous avez un cahier des charges qui s'y rapporte. Alors, promis, le cahier des charges, c'est pas écrit en Arial 3 avec des petites étoiles qui vous réfèrent à plein de pages où on n'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus. Non, c'est plutôt des cahiers des charges qui sont clairs, précis et vraiment qui vous indiquent ce qu'il est possible de faire et sur quel type de matériel vous pouvez investir. Vous avez à l'écran les 11 dispositifs qui sont concernés par ces subventions prévention. Donc, ça va des TMS Pro Action avec un TMS Pro Diagnostic. On va avoir aussi tout ce qui va être, c'est des nouveautés dans l'aide médico-sociale à domicile et en établissement. On a toujours la subvention pour les top BTP, les risques psychosociaux dans l'accompagnement et l'air bonus, le soudage sûr, etc., etc. Donc, une fois que vous avez identifié votre secteur d'activité et la problématique de prévention et le matériel sur lequel vous souhaitez investir, et vous allez dans l'action qui correspond à votre profil. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Je vais aller voir un petit peu si j'ai eu des questions. J'espère que j'ai eu des questions. C'est quand même dommage. Alors, concernant la prime, entend-on par comportement virtueux? Un comportement virtueux, en gros, c'est vous avez une politique saine en santé-sécurité vis-à-vis de votre personnel salarié, c'est-à-dire simplement, on ne demande pas non plus un zéro accident, parce qu'à partir du moment où vous estimez intouchable en termes de prévention, vous vous mettez quelque part en danger. Un accident du travail, il arrive n'importe où, chez n'importe qui, dans n'importe quel secteur d'activité. C'est simplement la vigilance et les actions que vous pouvez mener au sein de votre entreprise qui font déjà que c'est virtueux. C'est simplement d'avoir une politique, de constater que vous avez mis en place une politique de prévention qui correspond à quelque chose de positif et qui emmène naturellement vers une stratégie positive. Voilà, tout simplement. Alors, sur quel type d'investissement peuvent être subventionnés? Des exemples, dans le top BTP, par exemple, ça va être des échafaudages. Dans le soudage, ça va être des extracteurs de fumée. Voilà, ce type de choses. Mais une nouvelle fois, chaque subvention a son cahier des charges avec une liste de matériel qui est citée avec les références. Il s'agit aussi, on peut subventionner des montées en compétences, des formations. Ce n'est pas forcément que de l'équipement. Ça peut être aussi de la montée en compétences ou des formations sur des problématiques sur lesquelles, une nouvelle fois, vous souhaitez faire monter des personnes que vous avez identifiées comme personnes ressources. Ah non, la climatisation dans les bureaux, ça ne fonctionne pas. Même si on est bien d'accord que c'est du bien-être au travail. Mais non, ça ne rentre pas en compte. C'est un petit peu la même chose, si vous voulez, pour de la mise à œuvre de bâtiments. Ça, vous pouvez voir par contre avec les CCI, avec vos CCI qui sont dans vos régions. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, vous n'hésitez pas à les poser. Et puis on prendra le temps d'y répondre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la foire aux questions qui vous sera remis à la fin de ce webinaire. On va enchaîner avec nos collègues des caisses primaires. Mesdames, je vous laisse la main.
Et puis un grand merci pour votre écoute. À vous les filles. Merci Julien. Écoutez, je suis désolée, moi je n'arrive pas à connecter ma caméra. Bonjour, je suis Marie-Pierre Luc de la CEPAM du Rhône. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter la nouvelle formule de la déclaration d'accident du travail en ligne, DAT, que vous allez maintenant trouver directement sur votre compte entreprise. Alors, je dis nous puisque je serai accompagnée de Sylvia de la CEPAM de l'Ain qui présentera avec moi et je suis accompagnée également de Marie-Christine et Audrey qui répondront à vos questions qui dépendent de la CPM de la Loire. Tout d'abord, un rappel sur le compte entreprise. Donc, pour faire maintenant votre déclaration d'accident du travail en ligne, vous allez devoir passer par le compte entreprise. Et vous allez devoir avoir la double habilitation. Premièrement, l'habilitation au téléservice unitaire DAT, le pavé jaune sur le visuel. Et deuxièmement, l'habilitation au compte entreprise, le pavé gris-bleu sur ce visuel. En effet, ce compte entreprise va intégrer à terme des services existants rénovés, tels que la déclaration d'accident du travail que nous vous présentons aujourd'hui, mais aussi il va intégrer de nouveaux services, tels que le dépôt de pièces justificatives pour les indemnités journalières, qui est déjà en place, lui, depuis décembre 2022, et que je suppose la majorité d'entre vous doivent connaître et utiliser, bien entendu. L'objectif de ce compte entreprise est bien de vous mettre à disposition via le portail Net Entreprise un bouquet de services qui va vous être entièrement dédié sur les différents risques maladie, maternité et risques professionnels. Et avec une connexion unique et sécurisée via le portail Net Entreprise, vous allez avoir accès à une navigation plus fluide, une ergonomie unifiée entre les différents téléservices qui sont mis à disposition par l'assurance maladie. Sur ce visuel, c'est un récapitulatif des étapes à réaliser pour avoir accès à ce compte entreprise. Donc, c'est bien l'administrateur de votre profil Net Entreprise qui va devoir agir. Et cela va se passer en 2 temps. Dans un premier temps, il va devoir gérer les déclarations, c'est-à-dire que votre administrateur va vous ajouter là où les déclarations, donc dans notre cas, la déclaration compte entreprise et la déclaration unitaire DAT. Et ensuite, dans un second temps, il va devoir gérer les habilitations, c'est-à-dire que l'administrateur va ajouter les habilitations aux déclarations sociales concernées, donc dans notre cas, le compte entreprise et la DAT unitaire. Vous aurez sur la présentation, sur le support, le lien hypertexte qui conduira au mode opératoire détaillé pour mettre ces habilitations en ligne. Donc, on va voir maintenant comment se présente la page d'accueil de votre compte entreprise. Vous allez sélectionner dans un premier temps l'établissement pour lequel vous êtes habilité. Par défaut, si vous avez un seul établissement, il va s'afficher. Une fois ce champ renseigné, vous allez voir que les liens du menu latéral gauche vont s'activer. Ils vont devenir bleus en fait. Et il vous suffira de cliquer sur « Déclarer un accident du travail » et « Ajouter des réserves ». Vous allez également pouvoir, bien entendu, cliquer sur vos raccourcis. Et ensuite, vous arrivez sur cette page où vous allez avoir le choix de déclarer votre accident du travail en mode EFI, échange de formulaire informatique. Vous allez avoir la possibilité de nous transmettre votre déclaration via un flux informatique, donc EDI, échange de données informatiques.
et vous allez avoir également la possibilité d'ajouter des réserves. Ajouter des réserves sur une déclaration bien entendu déjà existante et éligible. C'est-à-dire que vous avez 10 jours pour émettre vos réserves, 10 jours à partir de la date du dépôt initial de votre déclaration. Donc, comme vous pourrez le constater sur les slides suivantes, la nouvelle DAT en ligne bénéficie d'une ergonomie plus agréable et plus intuitive. Donc, nous allons voir ensemble les différentes étapes. Donc, à commencer par l'étape 1 qui concerne l'identification de l'entreprise. Donc là, vous devez sélectionner l'établissement auquel est rattachée la victime de l'accident du travail. Donc, l'adresse de l'établissement choisi va s'afficher automatiquement et elle n'est pas modifiable. Donc, si vous souhaitez modifier l'adresse, vous devez contacter votre administrateur Net Entreprise qui est, lui, le seul habilité à pouvoir changer cette adresse. Vous devez indiquer le code risque. Donc, le code risque figure sur la notification de taux ATMP de l'établissement de la victime. Donc là, vous avez 3 cas de figure. Donc, si vous avez un seul code risque, il va s'afficher automatiquement. Si vous avez plusieurs codes risques connus, donc là, ils vont s'afficher dans une liste déroulante. Vous devez alors reporter celui correspondant à l'activité de la victime. Et puis, dernier cas de figure, si aucun code risque n'est connu, le code risque est dans ce cas saisissable par l'utilisateur et il doit respecter le format 3 chiffres et 2 lettres. Là, je fais une petite parenthèse. Donc, vous allez voir tout au long de la présentation des infobulles, donc c'est ces petits i entourés d'un cercle. Donc là, si vous passez votre souris dessus, vous aurez des informations qui vont vous aider à compléter la DAT. Vous allez également avoir des zones facultatives que vous pourrez activer ou pas. Donc, si vous décidez d'activer donc la zone, vous devez déplacer donc là le curseur sur oui et vous devez alors renseigner les champs obligatoires pour passer à l'étape suivante. Donc, si vous n'avez pas renseigné tous les champs obligatoires, donc les champs obligatoires, ce sont les champs marqués par un astérix. Donc, le bouton de passage de l'étape suivante va rester grisé et vous ne pourrez pas continuer. Donc là, vous devez aller compléter les champs manquants. Et une fois donc que tous vos champs obligatoires sont complétés, donc le bouton il va devenir bleu et vous pourrez passer à l'étape suivante. Donc, étape suivante qui va concerner la victime. Vous allez saisir dans un premier temps le numéro d'immatriculation de votre salarié. Vous saisissez bien avec la clé et automatiquement, puisque ce téléservice est relié à nos bases de données, automatiquement, il va s'afficher l'identité de votre salarié et sa date de naissance ainsi que sa caisse de rattachement. Si toutefois ce champ s'affichait en rouge, cela veut dire 2 choses. Soit votre saisie est erronée, donc revérifiez bien votre saisie. Si le champ reste affiché en rouge, si votre saisie est exacte, cela veut dire que le salarié ne dépend pas du régime général. À ce moment-là, rapprochez-vous de votre salarié afin de voir de quelle caisse il dépend. Ensuite, bien là, tout simplement, vous allez compléter les champs obligatoires, comme vous l'a dit Sylvia, qui sont matérialisés par une astérisque. Au niveau de l'emploi, vous voyez que les champs sont matérialisés en rouge puisque ce sont des champs de listes déroulantes. Vous les complétez à l'aide des listes déroulantes. Pardon. Et en bas de chaque page, comme c'est le cas à chaque étape, vous avez à tout moment le choix d'abandonner votre déclaration, de retourner à l'étape précédente ou bien de passer à l'étape suivante dès lors que tous les champs obligatoires ont été complétés. Donc, on va passer à l'étape 3, la description de l'accident. Donc, dans cette étape, tous les champs sont obligatoires.
Donc là, il est important d'être le plus précis possible, hein. Plus vous serez précis, plus le technicien des risques professionnels sera à même de statuer sur la matérialité de l'accident. Donc là, vous devez indiquer la date et l'heure de l'accident. Vous devez également préciser si l'accident est constaté, c'est-à-dire que c'est vous qui l'avez constaté ou un de vos subordonnés, ou si l'accident est connu, c'est-à-dire que là, on vous a rapporté le fait accidentel. Donc là, vous allez, sur cette slide, vous allez indiquer les horaires de travail de la victime le jour de l'accident. Vous avez la possibilité d'ajouter une plage horaire en cliquant donc sur l'onglet Ajouter une plage horaire. Vous allez ensuite, là c'est très important, hein, vous allez décrire les circonstances détaillées de l'accident. Donc là, vous allez indiquer l'activité de la victime lors de l'accident, que faisait la victime lors de l'accident de travail. La nature de l'accident, comment est arrivé donc l'accident du travail. Donc là, dans l'exemple, c'est une chute. L'objet dont le contact a blessé la victime, donc avec quoi excusez-moi, avec quoi donc la victime avec quoi donc la victime a été blessée. Donc là on a mis le sol, mais bon ça peut être excusez-moi, j'ai quelque chose qui s'est mis en, j'arrive plus à voir le support en fait. Je sais pas, Julien, si merci. Donc, excusez-moi. Donc là, on a indiqué donc le sol, hein, ça peut être également un couteau, un ciseau, enfin toutes sortes d'objets ou autres. On va indiquer également la localisation et la description des blessures. Donc là, encore une fois, hein, remplissez de façon précise les différents champs. Donc l'instruction du dossier est basée sur les éléments que vous allez nous donner. Attention également à bien indiquer s'il s'agit du côté droit ou du côté gauche. Donc là, sur l'exemple, on a bien indiqué qu'il s'agit de la cheville droite. Vous allez choisir le lieu de l'accident, donc à l'aide de la liste déroulante. Donc là, n'hésitez pas à pointer votre souris sur la zone, sur les infobulles, hein. Vous aurez donc des explications supplémentaires sur la rubrique à compléter. Donc, vous allez choisir oui ou non aux deux questions posées sur les conséquences de l'accident. En cas de réponse oui, une infobulle va vous informer sur les suites à donner. S'il existe un ou plusieurs témoins, cochez oui. Vous allez ensuite remplir donc les informations relatives donc à ces témoins. Et puis dernière chose, si l'accident est causé par un tiers, cochez oui. Et là aussi, vous allez remplir les informations demandées sur le tiers. Donc, nous arrivons à l'étape 4 qui va concerner les pièces jointes et les réserves. Cette étape est entièrement facultative, hein. En effet, vous n'avez pas forcément de documents à nous joindre et des réserves à émettre. Néanmoins, si vous avez des pièces à nous joindre, respectez bien le format demandé, donc PDF ou JPEG, et la taille qui ne doit pas être supérieure à 5 mégas. Au niveau des réserves, vous avez ici donc la possibilité de saisir vos réserves, hein. Donc, la réserve, c'est une remise en cause par l'entreprise du caractère professionnel de l'accident. Pour qu'elle soit recevable, la réserve doit porter sur les circonstances de temps, de lieu de l'accident ou de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Donc, vous saisissez ici dans ce champ vos réserves, ce champ qui est limité à 128 caractères. Donc, vous pouvez toujours faire vos réserves sur un fichier Word et de nous le mettre en pièce jointe. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'émettre vos réserves immédiatement, hein, pendant que vous saisissez cette DAT, puisque vous avez 10 jours
à partir de la date de dépôt de cette DAT pour faire vos réserves ultérieurement. On verra comment dans l'étape suivante. Et ensuite, il vous suffit toujours pareil de cliquer sur étape suivante pour aller à la dernière étape, étape 5, signature et validation. Oui, donc dernière étape, donc l'étape 5, signature et validation. Donc là, vous allez, sur cette étape, sur l'étape 5, vous allez visualiser un récapitulatif complet par étape. Donc là, si vous remarquez une erreur, vous avez encore la possibilité de revenir en arrière et de modifier votre saisie en cliquant sur « Retour à l'étape ». Donc, avant de cliquer sur le bouton « Valider et transmettre ma déclaration à l'assurance maladie », vous devez cocher la case qui certifie que les renseignements fournis sont exacts. Donc, si vous ne cochez pas cette case, vous aurez donc un message d'alerte qui vous invitera donc à aller la cocher. Je reviendrai là. Donc ensuite, donc une fois que la DAT elle est validée et transmise, vous allez recevoir un accusé de réception. Donc, les documents relatifs à l'accusé de réception de la DAT, elles seront automatiquement téléchargés sur le poste de l'utilisateur. Donc, pour plus de sécurité, vous pouvez bien entendu les télécharger manuellement. Vous devez confirmer avoir pris connaissance des documents téléchargés en cochant la case en bas de l'accusé de réception. Vous pourrez ensuite fermer la fenêtre et une fois la fenêtre fermée, vous ne pourrez plus accéder à ces documents. Donc, une fois que vous aurez transmis votre DAT, donc comme le disait tout à l'heure Marie-Pierre, vous avez encore la possibilité d'ajouter des réserves durant le délai réglementaire de 10 jours francs à partir de la date de dépôt initiale de la DAT. Donc là, elles ne sont pas dans l'ordre. Voilà. Donc là, sur la page d'accueil du compte entreprise, vous allez cliquer sur « Ajouter des réserves ». Donc là, les DAT éligibles aux réserves vont s'afficher et donc là, il vous suffira de sélectionner le dossier pour lequel vous souhaitez ajouter des réserves. Donc voilà, donc là on a terminé donc la présentation. Donc vous avez pu constater que le nombre d'étapes avait par rapport donc à l'ancienne IDAT, on va dire, a été réduit de 8 à 5 étapes. Donc ce nouveau service, donc je rappelle, est très intuitif et puis on estime à 10 minutes la durée du remplissage. Donc, je vais maintenant, je pense qu'on a eu quelques questions, donc je vais laisser donc la parole à Audrey et Marie-Christine qui vont répondre donc à vos questions. Oui, bonjour. Alors, on a eu effectivement quelques questions, dont notamment le fait de pouvoir enregistrer ou pas la DAT en cours de saisie. Donc, sur cette version, cette nouvelle version, à ce jour, il n'est pas possible de suspendre la déclaration pour la reprendre ultérieurement si vous êtes dans l'attente d'une validation hiérarchique. Ça va être corrigé, hein, il va y avoir une version corrective, donc c'est en cours. Donc, vous devez faire votre saisie en une seule fois. Voilà, et la petite question qui est un petit peu revenue, c'est sur le rajout du compte entreprise. C'est bien à l'administrateur en fait de faire le rajout du compte entreprise sur votre espace net entreprise. Il passe bien par gestion des déclarations afin de la rajouter et bien gestion des habilitations pour donner les habilitations nécessaires aux déclarants concernés. Et vous devez bien avoir le compte entreprise plus la DAT pour que tout fonctionne. Donc, les deux déclarations doivent bien être ajoutées. Voilà les questions qui sont un petit peu… Et Audrey, j'ajoute que vous avez la procédure. Si vous ne savez pas comment rajouter le compte entreprise sur votre portail net entreprise, n'hésitez pas à les consulter. Vous avez une aide, un mode opératoire. Et vous pouvez utiliser la déclaration d'accès au travail dès aujourd'hui, hein, via l'onglet. N'hésitez pas à aller directement sur ce nouvel onglet. Hein. Après, on a fait le tour des questions principales. Hein,
Oui, on a fait le tour et puis s'il y a d'autres questions au fur et à mesure, on y répondra en direct comme on a fait là pour le moment. On laisse la parole peut-être à la personne suivante. Merci. Ok, super. Merci, merci mesdames. Juste un petit rappel quand vous posez des questions, donc pas de souci. Mettez bien vos questions dans l'onglet questions, pas dans le chat, parce que M. Kuhn a rappelé tout à l'heure. C'est pas que c'est grave, mais c'est que du coup, en fait, nous, elles ne vont pas être remontées dans cette foire aux questions, une nouvelle fois qui sera disponible et qu'on vous enverra à la suite de ce webinaire. Voilà. Donc, c'est pour avoir vraiment un historique de ce qui va être posé et sur des questions éventuelles qui pourraient éventuellement donner lieu à des réponses un peu plus précises sur lesquelles on ne serait pas forcément au top à l'instant T. Corinne, je te donne la main, c'est tout bon? Oui, c'est tout bon, je te remercie. Merci Julien. Allez, on est parti. Alors, merci, bonjour à tous, Corinne Cognesca de l'URSSAF Rhône-Alpes. Donc, je vais vous parler aujourd'hui donc d'une offre de service qui est dispensée par le réseau des URSSAF. C'est l'offre première embauche. Le suivi DSN, ensuite, je vous parlerai de l'outil de suivi DSN que vous connaissez déjà, et puis sur les comptes rendus métiers. Et puis, en dernier lieu, je vous donnerai quelques informations sur une nouveauté qui a été mise en œuvre au 1er janvier 2023, c'est la DSN Passereau. Voilà. Donc, alors, l'offre de première embauche, c'est une offre de service qui est gratuite, qui a été déployée à l'URSSAF Rhône-Alpes en juin 2022. C'est un nouveau service, enfin, c'est pas nouveau puisque ça existe quand même depuis 1 an. Oui, tout à fait 1 an. C'est un service pour accompagner en fait toute nouvelle employeur au cours des 12 mois qui suivent la première embauche de son salarié. Alors, comment ça se passe concrètement? Le nouvel employeur va recevoir l'enregistrement, un enregistrement, c'est-à-dire son affiliation en tant que nouvel employeur avec son numéro de compte. Et dans le même temps, il va avoir un courriel qui va l'informer qu'il peut bénéficier d'un service qui est l'URSSAF Première Embauche. Donc, il va créer sur son espace en ligne son compte en ligne pour effectivement pouvoir gérer ces informations qui lui soient remontées, ces informations personnelles, et réaliser effectivement ces démarches en ligne. Et il va pouvoir effectivement, s'il le souhaite, bien évidemment, être accompagné tout au long de sa première année d'embauche par ce nouveau service. C'est-à-dire, c'est une équipe qui est dédiée, justement, qui va lui être dédiée pour effectivement prendre en compte les anomalies qui seront produites, lui permettre également un soutien réglementaire pour mieux comprendre effectivement les nouvelles responsabilités qui sont dues en tant que nouvel employeur. Une assistance, puisque c'est une équipe qui est dédiée à ces nouveaux employeurs, une assistante dans toutes les démarches dématérialisées, une prise en charge assez rapide des demandes et des questions. Donc, ça va être un contact beaucoup plus personnalisé. Et puis, un suivi préventif de son compte pour éviter effectivement les incidents déclaratifs et de paiement. C'est-à-dire que, je prends un exemple, si vous bénéficiez de cette offre, première embauche, il y aura une surveillance un peu plus renforcée pour détecter, par exemple, lorsqu'il y a une absence de déclaration. L'équipe va tout de suite lui dire, pour cette échéance-là, attention, vous n'avez pas fourni votre déclaration, ou alors lorsqu'il y a détection d'une anomalie lors du dépôt de la DSN. Alors, c'est aussi intéressant cette offre de service parce que c'est une offre conjointe partagée avec les autres organismes comme par exemple la caisse primaire lors du premier accident du travail ou la CARSAT dans le cas des mesures de prévention en tant qu'accident du travail. Voilà. Donc, je suis prêt. Grâce à cet accompagnement attentionné, on peut être beaucoup plus rapide, autonome dans la gestion de son compte employeur. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'offre de première embauche. Donc, par rapport au compte rendu métier et à l'outil de suivi DSN, comme l'a dit tout à l'heure Didier, 97% de dépôts avec succès. C'est formidable, mais en revanche, ces dépôts n'empêchent pas qu'il y a quand même encore des anomalies. Et vous savez que pour corriger ces anomalies que l'on vous signale lors du dépôt de vos DSN, c'est important de les corriger puisque c'est la fiabilisation des données qui sont déclarées, meilleur recouvrement,
meilleure répartition de ces cotisations, de ces contributions à nos attributaires, sécuriser les droits sociaux des salariés. Donc, on veut en fait au plus être proche de vous et vous permettre, avec ces nouveaux outils, de pouvoir corriger les anomalies qui sont détectées. Alors, un contrôle. Comment la liste des contrôles, on a un référentiel de contrôle qui évolue d'ailleurs régulièrement, puisqu'on travaille régulièrement avec le GIP, avec Didier, en étroite collaboration. Donc, on fait un contrôle sur la quantité de travail, la présence, absence, sur la cohérence des données individuelles, bien évidemment. Un contrôle sur les bases assujetties, c'est-à-dire qu'on va vérifier que ces bases assujetties cumulées soient cohérentes par rapport aux données individuelles qui sont déclarées par vous-même. Un contrôle sur des dispositifs d'exonération, de réduction, sur les montants, l'éligibilité à ces réductions. Par exemple, je pense à la réduction générale étendue. Donc, on va vérifier, ça vous le savez, la cohérence, parce que c'est important que les données individuelles déclarées soient cohérentes par rapport aux données agrégées que l'on a réceptionnées. Voilà. Et puis aussi sur des modalités déclaratives un peu particulières, sur la DSN à néant, frais professionnels également. Donc, alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a on nous remonte tous les mois les anomalies qui sont le plus souvent, qui sont dans le top 10 des anomalies. Alors, sur les données agrégées, justement, je rejoins un petit peu Julien sur les anomalies accidents du travail. Ça fait partie des anomalies qui sont remontées sur les données agrégées. C'est-à-dire que nous, on reçoit des fichiers de la CARSAT, on met à jour donc les taux AT que la CARSAT nous remonte dans notre base de données et on va vérifier si le taux accident du travail est cohérent par rapport à celui qui est déclaré. Et souvent, il y a des incohérences. Donc, c'est important d'aller bien vérifier que votre taux accident du travail est conforme à nos attentes et conforme à ce que la CARSAT vous a notifié. Et puis, alors, la deuxième anomalie du top 10 des anomalies, alors je parle, c'est au niveau national, je parle que c'est au niveau national, la deuxième anomalie sur les données individuelles, c'est effectivement une absence dans le bloc 81. Vous savez, ce bloc 81, c'est la cotisation individuelle. En fait, ce bloc 81, il va véhiculer le montant nominatif total des cotisations calculé à partir des composants de la base assujettie pour un salarié, pour un contrat. Et on a remarqué qu'il y a une absence dans ce bloc 81, cotisation individuelle, du code INSEE commune, dans le cas de versement mobilité, code INSEE commune pour les salariés. Donc ça, c'est important de le corriger. Et puis, sur les données individuelles en cohérence par rapport aux données agrégées, le top 10 des anomalies, on a vérifié entre les assiettes des bases assujetties qui sont en 0,7 de la contribution sociale généralisée et les assiettes qui sont remontées sur le code type de personnel assurance chômage. Ça fait partie, donc voilà les 3 anomalies qui sont remontées sur le mois d'avril, qui étaient remontées à l'échéance d'avril. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller vérifier sur cet outil de suivi DSN, puisque maintenant, toutes les anomalies qui sont dans vos comptes rendus métiers vont passer de plus en plus dans l'outil de suivi DSN. Vous les avez au sein de notre entreprise ou dans votre logiciel de paye pour les déclarants qui transmettent en mode machine to machine. Elle restitue, comme je vous le disais, les données individuelles, en reprenant le format du compte rendu métier de cotisation et de télépaiement. Et puis, il se diffère aussi en identifiant pour les anomalies des données individuelles des informations relatives aux salariés en anomalie, le nom, prénom, le NIR. On va y revenir sur les slides prochaines. Et donc, toutes les anomalies sont restituées dans le compte rendu métier. Elles sont consultables, c'est ce que je vous disais, dans l'outil de suivi DSN. Donc, c'est vraiment important d'y aller dès que vous avez déposé votre DSN. Alors, il y a eu quand même des évolutions. On est en total, vraiment, il y a dans le référentiel de contrôle, sur ce qu'on va contrôler, il y a des évolutions. Et il y a eu des évolutions qui ont eu lieu en mars, c'est-à-dire qu'on consolide maintenant les données qui sont déclarées sur le mois principal, déclarées
effectivement, sur le mois principal que vous avez déclaré. Là, vous êtes dans votre DSN de mai, hein, voilà. Et si vous déposez une DSN portant des régularisations sur les périodes antérieures, notre système va venir régulariser, vérifier, en fait, consolider et vérifier s'il y a des anomalies aussi sur la DSN de régularisation. C'est-à-dire, je m'explique, donc on va prendre en compte les régularisations sur une situation des données déclarées à jour pour chaque individu et on va prendre, lors du dépôt de la DSN initiale, la DSN initiale et la DSN de régularisation. Donc, cette première version de consolidation des données qui sont déclarées en DSN va inclure un premier périmètre de bloc DSN niveau entreprise, établissement, bordereau, cotisation agrégée, individu, contrat, rémunération, prime, gratification et indemnité et autres éléments de revenus bruts, base assujettie, composants de base assujettie et cotisation individuelle. Donc, nos premiers contrôles, vous déposez votre DSN, vous avez fait un bloc de régularisation. Lors du dépôt de votre DSN, vous allez pouvoir vérifier, vous allez avoir des anomalies. Lorsque vous allez revérifier vos anomalies dans votre outil DSN après la date d'exigibilité, le système aura consolidé ce que vous avez déclaré dans vos blocs de régularisation et les anomalies vont disparaître parce que le système, dans ce que vous avez régularisé, il n'y aura plus d'anomalies puisque la régularisation aura été prise en compte. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui ne se faisait pas avant. Maintenant, on consolide les données. Alors, depuis janvier 2023, c'est des données qui sont consolidées depuis, avec les blocs de régularisation depuis janvier 2023. Exécution premier contrôle déclaratif sur les données consolidées, période antérieure au mois en cours, et on prend la DSN individuelle et les éventuelles régularisations que vous avez pu porter sur votre DSN courante. Voilà. Donc, l'actualisation, bien sûr, elle va être des anomalies qui vont rester, elle va être dans votre outil de suivi DSN, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment très, très important parce que c'est une actualité récente. Donc, je vous rappelle une nouvelle présentation de l'outil de suivi DSN. C'est évidemment, vous devez adhérer à cet outil de suivi. Vous avez le statut de vos anomalies, ça c'est très important. Et les anomalies, vous pouvez les visualiser par établissement, par individu et par typologie d'anomalie. Ensuite, bon là, je vous donne un exemple sur les anomalies de l'établissement, déclaration d'assiette agrégée au titre de l'exonération apprentie du secteur public en absence de cotisation individuelle apprentie. Donc, vous voyez bien là, on va vous donner en fait vraiment l'anomalie qui est détectée et on va vous dire comment corriger cette anomalie. Est-ce que ça impacte? Parce que vous avez le niveau de sévérité. Donc, si c'est un risque important, si ça a des conséquences, risque moyen, haute, et ça, c'est vraiment important. Ensuite, sur les individus impactés, bon, voilà, on voit qu'effectivement, pour cet individu-là, il y a 2 anomalies avec un risque moyen. Et on voit qu'effectivement, pour cet individu-là, on a appliqué une réduction générale des cotisations patronales qui n'était pas autorisée parce qu'a priori, cette entreprise fait partie du secteur public et qui ne peut pas bénéficier de cette réduction générale. Donc ça, effectivement, c'est l'anomalie qui est détectée et par le petit crayon, vous allez avoir effectivement comment corriger cette anomalie. Voilà, on vous redonne le libellé de l'anomalie. Si c'est une anomalie, le niveau de sévérité de cette anomalie, on vous indique l'erreur qui a été identifiée. Vous avez appliqué une réduction générale de cotisation patronale pour tel salarié, alors que la forme juridique de votre entreprise ne vous permettait pas d'enregistrer par l'INSEE, on rappelle qu'elle est enregistrée par l'INSEE, qu'elle ne vous permettait pas de bénéficier de cette réduction. Voilà. Et on vous dit les conséquences de cette anomalie, on vous indique les conséquences de cette anomalie et comment la corriger. Il y a une aide au diagnostic de l'anomalie. Si
effectivement, on vous dit comment corriger. Si votre entreprise relève du secteur public, à ce moment-là, elle relève du secteur public, et bien alors à ce moment-là, il va falloir régulariser, parce que vous avez appliqué une réduction générale que vous n'auriez pas dû. Et si jamais, effectivement, cette entreprise ne relève pas du secteur public, alors à ce moment-là, on vous indique qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien, il faut modifier les statuts de votre entreprise auprès de votre centre de formalité des entreprises. Voilà. Et puis, vous avez aussi la possibilité de pouvoir extraire dans un fichier Excel la synthèse des corrections à apporter. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'outil de suivi DSN. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet. Alors, on a 2 questions pour le moment, Corinne. Oui. Qui nous ont été posées. Donc, c'est faut-il enregistrer, imprimer les récapitulatifs des déclarations chaque mois? C'est-à-dire imprimer, je pense qu'il est important d'imprimer, en fait, ce que je disais précédemment, je vais remontrer ma slide précédente, c'est la feuille de calcul, c'est-à-dire, en fait, les anomalies qui sont détectées. Ça, c'est important, d'imprimer ces anomalies-là pour pouvoir ensuite les corriger lors de la DSN prochaine. Voilà, j'espère avoir bien répondu à cette question. Ouais, et puis on en avait une deuxième qui est un petit peu plus longue. Alors, c'est une dame qui a rencontré des difficultés pour répondre à nos anomalies suite à une régularisation après le décès d'un agent. C'est une collectivité et donc elle avait l'intermédiaire trésorerie qui envoie très rapidement les mandatements. Si tu veux regarder la question, elle est disponible dans le… D'accord. Là, il faudrait peut-être, là, je ne peux pas y répondre comme ça, parce que ça m'a l'air quand même une question assez complexe. Il faudrait que j'ai un peu plus d'éléments pour pouvoir répondre à cette question. Mais à ce moment-là, la personne qui a posé la question peut effectivement, je répondrai à cette question, je prendrai attache avec le service qui gère les collectivités territoriales. Et à ce moment-là, on prendra attache avec effectivement la personne qui a posé la question pour pouvoir lui expliquer comment faire. Voilà. Puis il faudrait que j'ai un peu plus de renseignements sur effectivement sur ce qui s'est passé. Mais souvent, effectivement, c'est pour des personnes qui sont les salariés qui sont partis ou lorsqu'il y a en tout cas décès, pour les régularisations sont souvent complexes à générer. Donc il faut qu'on sache effectivement qu'on ait une question un peu plus complète et qu'on voit avec la personne qui a posé cette question. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Julien? En tout cas, de toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions et je répondrai aux questions qui sont posées dans la fac. Oui, mais surtout des questions pour l'URSSAF. Voilà. Donc, merci. Merci à toi, Julien. Alors, je vais vous parler du dispositif DSN Passereau, qui est un nouveau dispositif qui a été mis en place depuis le 1er janvier 2023. Mais en fait, ce dispositif, je ne sais pas s'il y a des entreprises qui font partie, qui déclarent par ce dispositif-là dans les participants, puisque c'est un dispositif qui permet de déclarer les cotisations liées aux revenus de remplacement via un fichier normé Néoro. En fait, tout à l'heure, Didier parlait de la norme. Et ça, c'est important de respecter la norme. Et ce fichier normé Néoro, voilà, permet de véhiculer tous les détails associés aux revenus et prestations versées, c'est-à-dire le type, la période. Et c'est vraiment, c'est des organismes qui versent des revenus autres que les revenus d'activité. Et c'est que ces revenus soient assujettis à l'impôt sur le revenu ou non. C'est comme les organismes de retraite complémentaires, les assurances, les employeurs aussi de la fonction publique également. Et donc, le périmètre de Passereau 2023, c'est essentiellement des revenus de remplacement, bien évidemment, c'est-à-dire de la pré-retraite, de la retraite complémentaire, de la retraite supplémentaire, des IJ, les IJ de base et complémentaires, des invalidités, la validité des prestations de prévoyance.
Alors, comme un petit peu, alors c'est important au niveau du fait générateur Passero, et je vous ai d'ailleurs indiqué la petite cinématique à droite, c'est que les périodes de référence pour le calcul des cotisations sociales, et c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est correspondre au mois d'acquisition du droit de la prestation. Comme nous, quand vous déposez votre DSN, c'est là. En fait, le fait générateur des cotisations, c'est la période d'emploi en DSN. Hein. Et donc, là, en Passero, c'est le mois d'acquisition du droit de la prestation. Alors, on a souvent des organismes qui nous font des blocs de régularisation sur des périodes qui sont assez antérieures, assez anciennes. Et le mois principal déclaré en Passero, c'est le mois de versement du revenu selon la réglementation fiscale. Donc, on a notre cinématique, c'est le mois principal déclaré, par exemple, c'est janvier, et la période de référence, eh ben, ça va être décembre, et l'exigibilité, elle va être sur février. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est le même principe un petit peu que la DSN simple. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le dispositif DSN Passero. N'hésitez pas à poser vos questions en tout cas, et je vous remercie de votre attention. Super, merci Corinne. Il n'y a pas eu d'autres questions pour le moment. Donc on a terminé avec l'ordre du jour. Est-ce que dans les intervenants, déjà merci de vos interventions respectives. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a envie de rajouter quelque chose ou une information complémentaire par rapport à ce qu'il a pu présenter et rajouter ? C'est ce qui s'appelle avoir aucun succès. Voilà, pour le coup. Non. Didier ? Rien à rajouter de particulier. Effectivement, non. Bon, ok, super. Écoutez, on a fini un tout petit peu plus tôt que prévu, en espérant vous avoir intéressé et avoir répondu à un certain nombre de vos interrogations par rapport à ce qui vous a été présenté. Donc une nouvelle fois, si on a une question. Oui, on a une question quand même. Alors, le dépôt-FI est-il obligatoire après une rectification d'attestation de salaire concernant par exemple un congé de paternité, comme je viens d'avoir le cas ? Je veux bien répondre à la question. Rappelez déjà donc là on est sur le congé paternité. Hein. Donc rappelez que si vous utilisez la DSN et que vous faites un signalement d'arrêt de travail, vous n'avez plus besoin de déposer de documents sur dépôt-FI. Donc la transmission elle se fait automatiquement. Donc là, je suppose que vous avez déclaré, saisi votre attestation sur Net Entreprise. Donc donc là vous faites une rectificative, soit les périodes ont changé, c'est-à-dire que ça tout dépend en fait du motif, pourquoi on vous a demandé une rectificative. Si ça concerne le DJT. Le dernier jour de travail, bien évidemment, il faudra redéposer un fichier avec les nouvelles dates du congé paternité, donc sur dépôt-FI. Si ça concerne un salaire, si un salaire est incorrect, là, à ce moment-là, non, c'est pas la peine de redéposer un fichier sur dépôt-FI. En fait, tout dépend un petit peu du rejet. Donc là, on est un petit peu hors sujet, mais comment on fait pour voir j'arrive pas à lire la question. Julien, aide-moi. Si l'anomalie et le mois est clôturé. Madame Pereira a fait des phrases courtes pour que ça aille. Du coup, c'est vrai qu'on fait un peu de traduction. Excuse-nous. Mais là, c'est un problème URSSAF, je pense, pour Madame Pereira, si anomalie et mois clôturé. Voilà, c'est un problème. Donc, URSSAF, mais j'attendais que Sylvia peut-être ait fini. Pardon, alors je ne sais pas, mais on parlait de dépôt-FI. Pour moi, c'était le congé paternité. Voilà. Je ne sais pas si on est maintenant repassé sur. Écoute, je te laisse répondre. D'accord. Ok, bon, écoutez, Madame Pereira, si anomalie mois clôturé, alors, soit vous avez la possibilité de refaire une annulée remplace
effectivement, puisque vous êtes avant l'exigibilité, avant votre exigibilité, je ne sais pas si vous êtes au 5 ou au 15, donc à ce moment-là, vous faites une annulée-remplace. Autrement, ce que vous faites, vous n'avez pas la possibilité de faire une annulée-remplace, vous allez récupérer les anomalies qui ont été détectées et vous pourrez corriger ces anomalies après la date, à la prochaine exigibilité, en initiant des blocs de régularisation pour corriger cette anomalie. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Parce que c'est vrai que souvent le mois est clôturé, les payes sont clôturées, donc il est compliqué, je sais qu'il est compliqué pour vous, pour les entreprises, de refaire des annulés-remplaces et générer une nouvelle DSN. Mais vous avez toutefois la possibilité, et c'est le principe d'ailleurs de la DSN, hein, désolé, j'ai pas mis ma caméra. Désolé, je parle sans la caméra. Voilà. Oui, vous avez toutefois la possibilité, c'est ce que je disais, le principe de la DSN, de pouvoir initier des blocs de régularisation, de corriger ces anomalies et de pouvoir initier des blocs de régularisation lors de votre prochaine échéance. Voilà, j'espère avoir répondu correctement à Madame Pereira. A priori. Merci Corinne, merci Sylvia quand même d'être intervenue aussi également. Bon, et ben écoutez, de toute façon, c'est on va vous laisser tranquille. Hein. On va terminer la. Super, merci Madame Pereira pour votre réponse. On va donc terminer ce webinaire du comité régional en Rhône-Alpes. Donc une nouvelle fois, j'en profite pour vous remercier toutes et tous de votre participation et puis remercier aussi les différents intervenants. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, avec un petit peu d'avance, je le conçois, un bon week-end. Merci encore à vous et très bonne journée. Au revoir. Merci à vous, au revoir.